Bonjour tout le monde et bienvenue dans le briefing des marchés du jeudi 9 décembre 2021. Comme d'habitude, avant de débuter, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et ce jeudi, en début de séance, des marchés plutôt calmes qui se stabilisent après une forte progression au cours des dernières séances, dans l'attente notamment d'indicateurs clés cet après-midi, mais surtout à partir de demain, avec l'inflation américaine, le principal catalyseur de la semaine. Hier, globalement, Wall Street a fini en légère hausse. Les investisseurs, comme toujours, ont salué des informations rassurantes sur l'efficacité des vaccins contre le Covid-19 face au nouveau variant Omicron, même si des incertitudes demeurent encore sur l'évolution de la situation sanitaire. En tout cas, Pfizer et BioNTech ont déclaré hier que leur schéma vaccinal complet avec troisième dose était capable de neutraliser le variant Omicron selon les premiers essais cliniques. Donc, des annonces plutôt encourageantes. Globalement, si les titres du secteur du voyage ont rebondi après cette annonce, nombre d'investisseurs demeurent quand même préoccupés par les nouvelles restrictions sanitaires qui pourraient être en vigueur à travers le monde pour empêcher justement la propagation du variant Omicron en cas de dégradation de la situation sanitaire. Mais globalement, Wall Street préfère voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ce matin, en Europe, on se stabilise, on passe un peu dans le vert, on repasse dans le rouge, cela dépend des indices en légère hausse. L'élan donné surtout aux actions ces derniers jours par les informations, comme je vous le disais, globalement rassurantes sur le variant, semble surtout s'essouffler à l'approche de la publication des chiffres de l'inflation américaine et surtout pour boucler l'année des réunions des principales banques centrales du monde. Alors, le rebond boursier du début de semaine, favorisé par les déclarations rassurantes suite aux annonces de Pfizer et BioNTech sur l'efficacité de leur vaccin, a permis quand même aux principaux indices de revenir à proximité des records inscrits le mois dernier. Comme on l'a vu hier, on a quasiment une reprise en V-bottom et c'est vrai qu'il ne manque pas grand-chose pour retrouver les sommets avant la dégringolade qu'on a eue en début de mois. Maintenant, l'économie semble désormais reprendre la priorité sur la situation sanitaire aux yeux des investisseurs et ceux-ci attendent vendredi les chiffres mensuels des prix à la consommation aux États-Unis et surtout la semaine prochaine, on va quand même terminer l'année avec de grosses annonces, de gros catalyseurs surtout, puisqu'on aura les décisions de la Fed, la Réserve fédérale, la Banque centrale européenne et aussi la Banque d'Angleterre et la Banque du Japon. Donc, une semaine, la semaine prochaine, une semaine spéciale banquiers centraux. Comme je vous le disais, je ne m'attends pas à de grosses annonces, à pas répéter ce qu'ils ont déjà dit auparavant. Mais globalement, je vois mal les banquiers centraux venir casser l'ambiance et plomber la dynamique haussière qu'on a eue depuis maintenant 12 mois sur les indices. À mon avis, on va peut-être avoir 2-3 news importantes, mais rien de bien nouveau et rien qui devrait faire paniquer les marchés. Tout a déjà été dit, je trouve, de la part des banquiers centraux. Donc, à part répéter leur même discours, peut-être que ceux-ci, enfin que les banquiers centraux en tout cas, auront peut-être un discours plus agressif, comme je vous le disais, à partir de 2022. Mais là, très clairement, juste avant la fin de l'année, juste avant de boucler quand même une belle année qu'on a eue sur l'ensemble des indices, ce serait très maladroit de leur part de créer des turbulences juste avant les fêtes. Enfin, selon une nouvelle enquête de Reuters, la Fed devrait entamer le relèvement de ses taux d'intérêt au troisième trimestre de l'an prochain, donc plus tôt qu'anticipé le mois dernier.
Et une large majorité des répondants n'excluent pas que ce tournant intervienne encore plus tôt. Effectivement, là, c'est un sondage, enfin, du moins, c'est une enquête réalisée par Reuters. Et hier, moi, je vous ai montré un graphique des Fed Funds. Et on était quand même déjà à 70% sur la probabilité d'avoir une hausse de taux à partir du mois de mai 2022. Là, à la base, on tablait sur juin, juillet, donc là, ce serait même au deuxième trimestre, très clairement. Donc, pour l'instant, une hausse des taux, ça est pricé par l'ensemble des investisseurs. Maintenant, reste à savoir la date. Mais globalement, si on regarde un peu la dynamique des Fed Funds, ils tablent, eux, sur une hausse des taux à partir du mois, une première hausse de taux, en tout cas, à partir du mois de mai 2022. Enfin, même si la séance est plutôt calme, le marché surveillera quand même à 14h30 les statistiques hebdomadaires des demandes d'allocation au chômage aux États-Unis. Donc là, ce sera un peu le rendez-vous de cet après-midi dans l'attente demain à 14h30 aussi des chiffres de l'inflation américaine. Côté macro maintenant. Alors, le point macro est surtout un point crypto. J'ai deux graphiques à vous présenter, un graphique technique. Ici, c'est le graphique du Bitcoin par rapport à l'ETH. Mais hier, on a quand même eu un événement important puisque 6 dirigeants de sociétés de crypto-monnaies ont été convoqués devant le Congrès. Donc, ils ont clairement dit que ce n'était pas le Far West, mais qu'ils étaient prêts à avoir des règles de conduite plus claires. En tout cas, c'est le message adressé au Congrès par les dirigeants des 6 sociétés de crypto-monnaies. Donc, jamais auparavant, c'est la première fois, donc c'est pour ça que c'est quand même important ce qui s'est passé. Donc, jamais auparavant, les dirigeants de crypto n'avaient été amenés à Washington de cette manière. Et c'était la tentative, en tout cas, la plus médiatisée de l'industrie pour plaider sa cause. Et globalement, pour avoir un peu suivi et écouté, je trouvais que en tout cas, que les annonces faites étaient plutôt encourageantes pour la suite, pour le développement de l'écosystème. Alors, les dirigeants de ces sociétés demandent au Congrès quand même de faire preuve de prudence dans l'apposition de nouvelles règles sur les actifs numériques, sous peine en fait d'envoyer l'activité dans la clandestinité ou hors de portée des États-Unis. Donc en fait, c'est un peu ce qu'ils craignent, c'est que ça se passe derrière un peu comme en Chine. Vous voyez, la Chine fait barrage aux crypto-monnaies, mais pour autant, est-ce que ça empêche l'écosystème de se développer? Pas du tout. Les mineurs sont partis ailleurs dans d'autres pays. Les développeurs, pareil, se sont installés ailleurs. Bref, ce n'est pas une interdiction qui va empêcher l'écosystème de se développer, de tourner. Donc, ce qu'il faut retenir quand même, c'est que durant cette réunion entre les dirigeants et le Congrès, les dirigeants des grandes sociétés ont indiqué justement qu'ils seraient généralement favorables à des règles plus claires pour mieux encadrer l'écosystème, pourquoi pas aussi le réguler, car ils estiment que ce n'est pas le Far West. Et effectivement, comme je vous le disais, qu'on a eu la chute ce week-end, des valeurs qui perdaient plus de 50 voire 70%, on a l'impression que, enfin, des cryptos qui perdaient entre 50 et 70%, finalement, on a l'impression que ces crypto-monnaies n'ont absolument aucune valeur. Alors que pas du tout, il y a quand même une technologie derrière. Mais effectivement, c'est un marché jeune, récent, qui a besoin de mûrir et peut-être d'être un peu plus encadré pour pouvoir aller de l'avant et effectivement devenir un secteur d'avenir. Du coup, ils insistent sur le fait quand même que des règles, en revanche, trop restrictives n'étoufferaient pas l'activité, en fait, mais la pousseraient simplement hors de portée des États-Unis. Et donc, pour un pays quand même qui est réputé pour avoir la Silicon Valley, là où on a eu toutes les innovations et les startups, ce serait quand même dommage pour eux de bloquer l'activité et de limiter le progrès et l'évolution de l'écosystème. Donc, généralement, donc globalement plutôt,
Des annonces plutôt encourageantes, un congrès assez à l'écoute. Maintenant, il faut encore une fois laisser du temps au temps pour que ce marché atteigne un certain niveau de maturation et qu'il puisse se développer plus sereinement. Maintenant, ici, c'est la relation entre le Bitcoin et l'Ethereum. Donc, globalement, l'Ethereum suivait le BTC, quoique ici, on a quand même eu un beau spike, une belle accélération avant de retomber lorsqu'on a eu Tesla qui a suspendu les paiements en Bitcoin et la Chine qui a interdit aussi le minage de BTC. Donc derrière, on est rentré dans une grosse phase corrective. Mais globalement, l'Ethereum suivait la même dynamique que le Bitcoin. Et depuis quelques séances maintenant, on a une décorrélation et une surperformance de l'Ethereum. Vous voyez que en plein marasme, le BTC, lui, a plongé, on est venu taper les 41K, alors que l'Ethereum, lui, au contraire, n'a pas bronché. Bien au contraire, on a limite terminé la semaine dans le vert. Donc là, on commence à avoir une décorrélation et surtout une surperformance de l'Ethereum, ce qui indique véritablement que les marchés, les investisseurs accordent un peu plus d'importance maintenant à cette crypto-monnaie. Certains parlent même d'un flippening à venir. Ce serait le jour où l'Ethereum dépasserait la capitalisation boursière du Bitcoin. Pour l'instant, on n'y est pas tout de suite. Le Bitcoin pèse environ 1000 milliards de capitalisation boursière, alors que l'Ethereum est aux alentours de 500 milliards. On a quand même encore pas mal de progrès à faire pour avoir ce flippening, mais effectivement, peut-être que dans les années à venir, ou peut-être même dans les mois à venir, tout dépend un peu de 2022, l'Ethereum pourrait dépasser la reine des crypto-monnaies, le Bitcoin. Et effectivement, d'un point de vue technique, là aussi l'analyse technique est assez pertinente, je trouve, encore une fois, c'est le ratio ETH-BTC. Donc ça permet un peu de savoir quelle crypto va surperformer ou pas. Donc il existe plein de ratios sur les crypto-monnaies, et là c'est l'Ethereum par rapport au BTC. Donc premier point que je note quand même depuis 2018, effectivement, c'est cette reprise ici qu'on a sous forme de soucoupe, une figure chartiste globalement de continuation de tendance et de reprise haussière à moyen long terme. Et enfin, surtout, l'élément important, je vous l'avais déjà présenté dans un graphique lors d'une précédente émission, et surtout pour celles et ceux qui sont abonnés à la newsletter mensuelle, j'avais publié ce graphique une première fois, en vous disant justement dans la newsletter précédente que l'ETH pourrait surperformer le BTC, effectivement, si on avait une sortie par le haut de cette figure de continuation de tendance. Et ici, on a quand même eu un beau fanion. Et ce qui est assez drôle, enfin plutôt surprenant, c'est que durant le plongeon sur les crypto-monnaies, le BTC a lui perdu plus de 10%, il a même perdu plus de 20% avec son point bas à 41 000 $. Mais si on regarde le ratio ETH-BTC, c'est à ce moment-là justement qu'on a eu la sortie par le haut de ce fanion, puisque l'Ethereum, lui, a quasiment rien perdu par rapport au BTC. Donc, ce qui montre à quel point on a une surperformance. Et globalement, encore une fois, si on reporte un peu l'objectif théorique de cette figure, eh bien, tout porte à croire que l'Ethereum devrait poursuivre son ascension haussière et continuer de surperformer le BTC. Donc là, très clairement, si on regarde le graphique du BTC et de l'Ethereum, comme on vient de le faire dans la slide précédente, on voit la décorrélation entre les deux. Et maintenant, si on analyse aussi d'un point de vue technique ce ratio, effectivement, ça plaide en faveur de l'Ethereum. Voilà pourquoi j'insiste encore une fois, il faut aller sur les marchés où il y a le plus d'actions et sur les crypto-monnaies qui surperforment surtout le secteur. Et le BTC, voire d'autres crypto-monnaies qui continuent de faire des plus hauts historiques. Il y a certaines cryptos, malgré
la purge qu'on a eue ce week-end ont déjà tout ravalé la baisse et ont inscrit même, plutôt rares sont celles qui ont inscrit un nouveau record, mais quelques-unes ont quand même déjà ravalé la baisse, alors qu'on a quand même 3/4 des crypto-monnaies qui sont encore un peu à la ramasse. Mais l'Ethereum fait partie de ces crypto-monnaies qui ont très clairement le vent en poupe. Partie technique maintenant. Ici, notre indice national, le fameux CAC 40, je reste globalement haussier sur l'indice. J'estime que le marché marque une pause, respire. On n'est plus dans une dynamique baissière. On a quand même eu un beau gap ici d'éjection à travers cette phase de stabilisation. Maintenant, je pense qu'on peut tenter quelques achats à protéger très rapidement sur le support des 7000 points. Voilà. Moi, c'est un gros niveau. Il a quand même été défendu ici une fois, deux fois avant d'avoir le gap de rupture. Bon, mardi, je trouve comme d'habitude que les marchés étaient un peu dans l'excès. Prendre 3% sur du vent, ok, on a eu quand même les annonces de Pfizer et de BioNTech comme quoi les vaccins avaient quand même une efficacité pour lutter contre le variant, mais globalement, c'était l'une des hausses du CAC 40 les plus importantes de l'année. On était quand même déjà bien perché, prendre 3% ici. Je trouve que le marché surréagit comme d'habitude et voilà, il est monté un peu trop, un peu trop vite, un peu trop fort, comme ici. Et les excès engendrent des excès, comme à chaque fois. Donc, phase de respiration. Donc, ici, pour moi, c'est vrai que si on repasse sous les 7000 points, bon, ça casserait un peu cette bougie-là qu'on a eue. Mais là, je pense que les acheteurs gardent toujours la main et qu'il peut être intéressant de chercher des achats sur ce niveau de support. Voilà, pour moi, on est vraiment une belle zone. Le marché reprend son souffle, sous les 7000 points, venir mettre un stop loss là, prendre quelques points, vite protégé, étant donné quand même qu'on a demain les chiffres de l'inflation. Mais pour moi, le sentiment quand même que les acheteurs gardent la main et qu'il faut plutôt chercher des achats. Là, on a la MM200 qui vient se mettre à plat, le niveau de support, bon, attendre peut-être un chandelier sur des unités de temps un peu plus courtes, 15 minutes ou en 5 minutes, voir si on ne fait pas un double creux. Mais on est sur une très belle zone de support et globalement, si les acheteurs ont véritablement inversé la tendance, il faut chercher des achats sur repli. Maintenant, j'ai envie d'aller voir, je ne le fais pas souvent, mais d'aller voir les futurs. Non, je n'ai pas plus d'éléments que ça sur les futurs, malheureusement, qui ressemblent généralement au CFD. Bon, on est sur un niveau. On a une zone ici. Voilà. Et on est en plein dedans. Ce serait bien que la M50 horaire remonte un peu. Ici, on a retracé. C'est pas un gros niveau de la dernière vague de hausse, vraiment. On n'est pas sur un gros niveau, mais on est sur un bon niveau de support. Donc, sur signal, pourquoi pas tenter des achats. Là, pour l'instant, on a eu un premier signal ici dans la zone en 5 minutes, effectivement, pour prendre quelques points. Après, il faudrait essayer ici, de nouvelle fois, de retenter sur cette zone et espérer un double creux pour avoir de l'avance. Effectivement, si on repart dans cette belle dynamique haussière et que les chiffres de l'inflation ne plombent pas les indices, eh bien pourquoi pas repartir en fait tout simplement en direction des plus hauts historiques. En données 4 heures, bon, toujours dans la phase corrective, mais on a quand même une très belle zone de support et je pense qu'il faut mettre ce niveau à profit, juste ici.
tac, tac. Et là, on est en plein dedans. Donc, surveillez des unités, sur des unités de temps plus courtes, 5 minutes, 15 minutes, un petit signal pour vous positionner sur ce beau niveau de support. Le DAX, c'est à peu près la même chose. Je garde aussi un plan haussier sur l'indice. Là, on revient tester notre Tenkan. La clôture hebdomadaire va nous donner beaucoup d'informations derrière. Là, j'ai hâte vraiment de voir cette clôture. Pour l'instant, les acheteurs, on est quand même sur une bougie flux, donc les acheteurs gardent la main. En données daily, pareil, on corrige un peu, mais on est sur un bon niveau. On est sur un bon niveau. Et je pense aussi qu'il faut plutôt chercher des achats. Là, comme je vous le disais, on s'est franchement emballé sur cette bougie-là. Le marché reprend son souffle. Mais pour moi, ça reste aussi, en fait. Bon, on n'est pas sur un gros niveau. On peut peut-être aller chercher plus bas. Je préfère très clairement la dynamique du CAC, où là, vraiment, le support des 7000 points, on sait que c'est déjà un beau niveau de support. Et surtout, c'est un seuil psychologique. La structure est plus belle sur le CAC que sur le DAX, mais pareil, je ne verrai pas le CAC monter, le DAX tomber. Et on a une belle zone quand même sur le DAX, vers les 6130. Ce serait bien d'avoir un petit signal. Mais globalement, je reste quand même positif sur l'indice. Et je verrais bien une nouvelle jambe de hausse, en tout cas en direction des 16 000 points. Si je vais sur, pareil, les futurs, est-ce que j'ai un peu plus d'informations? En données horaires, pas spécialement. C'est surtout 4 heures qui m'intéressent. Niveau de 23,6. Ok, bon, c'est pas un gros niveau. Un niveau de support intermédiaire un peu plus bas. Et ici, on est en plein dedans. Peut-être 608, revenir tester cette Tenkan. Effectivement, c'est vrai que tenter un achat et si derrière on fait la cassure Tenkan Kijun en hebdomadaire, ça pourrait être encourageant pour la suite. Et je pense qu'on pourrait vraiment retourner tester les 16 000 points. Ce qui me dérange, c'est que sur le cash, effectivement, Chikou est libre des prix et pas sur les futurs. C'est juste cet élément-là qui est un peu pénalisant. Mais globalement, sur la semaine, pour l'instant, c'est les acheteurs qui ont la main. Donc, préférable, encore une fois, de chercher des achats. Le Dow Jones. Pareil, et là, on est en train d'en faire une très belle qui a sur Tenkan Kijun en plus, en hebdomadaire. Donc, à voir en clôture toujours, mais celle-ci est vraiment très belle. On est libéré de tout obstacle. Bon, ça envoie un message fort, je trouve. Et globalement, comme je vous disais hier, je pense qu'il faut pareil trouver des achats sur zone, donc sur repli ici. On est revenu pour le baquet. Peut-être que certains ont tenté des achats. En intraday, ça pouvait toujours donner quelques points, mais tant qu'on est au-dessus de cette zone, je pense qu'il faut chercher des achats sur le Dow Jones. On est toujours dans cette fameuse reprise en V-bottom, assez impressionnante. Effectivement, si on clôture là, qu'on repasse en dessous, danger. Surtout si on fait une belle rouge, ça nous ferait quand même une étoile du soir comme changer de retournement et forte probabilité d'aller chercher le gap ici. Mais tant que ce niveau-là tient, encore une fois, les acheteurs gardent la main. Là, on a un bon niveau, au-dessus de la MM50, au-dessus de la zone. On consolide un peu dans un range. Et à mon sens, il faut essayer de trader ce micro-range. Là, ça a permis à l'indice de souffler un peu. Mais je verrais bien, pareil, une nouvelle jambe de hausse sur l'indice américain.
si on regarde les futurs, c'est pareil, j'avais mis ce plan-là hier. La zone est un peu plus basse, effectivement, mais sur le cash, on est pile poil dessus, pour le coup. C'est vrai que si on regarde cette zone, elle est un peu plus basse, juste en dessous. Pour moi, le gros niveau, il est ici. Mais sur le cash, on est vraiment dessus. Là, le sentiment que c'est plutôt des bougies de respiration. Et je voyais vraiment un scénario de, voilà, de venir pullbacker, un stop sous les plus bas et on repart en direction des plus hauts historiques. En données 4 heures, on est dans un range. On est dans un range. Légère correction ce matin, mais rien de bien méchant en tout cas. On est toujours au-dessus de la zone. Et effectivement, en données horaires, on est au-dessus du range. Ça reste aussi, en fait, on est vraiment dans une dynamique haussière. On est monté un peu haut, un peu fort. On se stabilise. Tant qu'on est au-dessus de la zone, on devrait repartir dans le sens du flux qui, lui, est haussier depuis le début de la semaine. Et là, on a quand même un très beau range, juste ici. Donc, un range à trader. Généralement, ce range de consolidation qui s'inscrit à l'intérieur d'une dynamique haussière devrait, en tout cas, une forte probabilité qu'on ait une sortie par le haut. Voilà pourquoi je me montre haussier globalement à court terme pour l'instant sur l'ensemble des indices, que ce soit en Europe ou outre-Atlantique. Le Forex, c'est très mou, comme toujours. On est quasiment revenu taper la fameuse zone des 1,1370, encore une fois. Je vais supprimer ici. Dommage qu'on n'ait pas réussi à rallier un peu plus haut. Mais je pense que l'euro, en fait, va rien faire jusqu'à vendredi. Il ne manquait pas grand-chose. Bon, peut-être que certains ont tenté des ventes ici, sur des unités de temps plus courtes. Je ne sais pas. Bon, on avait une micro-divergence 15 minutes. Ça peut se tenter. Ça a donné quelques points. L'objectif théorique est atteint. Si je ne dis pas de bêtises. Hier soir. Le signal a été validé en plus hier soir. Mais l'objectif théorique, voilà, a été atteint ce matin. 50% de la dernière vague de hausse. Donc, fin du trade pour celles et ceux qui avaient repéré cette divergence. Maintenant, ça, c'est du trading à très court terme au sein du range. Globalement, pour du swing, rien n'a changé. Et j'attends toujours vraiment les zones clés, les niveaux d'intervention importants. Donc, ça reste 1,14. Je n'exclus pas aussi une mèche maintenant sur la Kijun. Très bien, là, ce qui va compter surtout, ça va être de casser cette Kijun pour espérer la chercher plus haut. Là, si on peut faire une mèche, ce ne serait pas dérangeant. Mais pour moi, on est dans un range et j'attends vraiment les niveaux clés toujours pour vous proposer une stratégie. Vous connaissez la stratégie, elle n'a pas changé depuis plusieurs séances. Maintenant, il faut juste attendre qu'on retourne sur ce niveau, qu'on ait un beau chandelier avec un stop loss au-dessus du plaquet jaune pour aller chercher TP1 et TP2. Et à mon avis, on aura du flux vendredi à partir de 14h30. L'AUD-USD, un plan qu'on surveillait aussi. Pour moi, il faut de nouveau être vendeur sur l'AUD-USD. On a atteint la zone, on a fait notre rebond. Je pense qu'on n'a pas dû retracer beaucoup. Non, c'est dommage, c'est un niveau intermédiaire. 38,2, ça aurait été juste parfait. Mais on est sur zone. On est sur zone à nouveau. En données 4 heures, on est en train de faire une belle bougie. Et on a validé un double top. Donc là, pour moi, en fait, on a le haut du range qui est en train de se dessiner par ici. Donc je pense là, on est sur borne haute du range. À venir, fin du rebond, je pense. Et peut-être que certains ont identifié sur des unités de temps plus
courte. Non, il n'y avait pas de divergence. Le double top, ici, qui permettait ce matin, vers 11h, 10h, d'entrer ici, une première fois ici. Donc là, on a quand même un joli double top, borne haute d'un range, une belle bougie 4 heures. Je verrais bien une poursuite de la baisse. Donc, avec un stop loss sous les plus hauts et un objectif vers MM50 kit jaune en TP1. Revenir sur ce niveau et en TP2, revenir taper le bas de la zone et consolider dans un range. En tout cas, là, la bougie est quand même belle en 4 heures. Ce fameux avalement, le double top qui a été validé en horaire, un stop loss juste au-dessus ici, un TP1 par ici et un TP2 par là. La zone, pourquoi pas sur excès ici. En tout cas, le sentiment qu'on va rentrer dans un range et que la dynamique est baissière et qu'on est justement en train d'amorcer, que le rebond s'essouffle et qu'on repart pour une nouvelle vague de baisse. Voilà mon sentiment en tout cas sur l'AUD USD. Le GBP USD aussi m'intéresse. Maintenant, on est sur zone. On commence doucement. Voilà, on y est. J'attends un signal. Cette zone, je l'attends depuis maintenant 2 semaines que je vous parle de ce niveau. On l'avait étudié pas mal de temps juste ici, en vous disant c'est une zone même mensuelle, clairement. Zone mensuelle couplée avec la MM50 juste ici. On la voit mieux en hebdomadaire. Là, hop, une très belle zone. Toutes les mèches ici, très belle zone. MM50, MM200, retracement de 38,2. Donc, tout converge sur ce niveau. Voilà pourquoi je m'attends, alors pas un retournement de marché, je n'en ai absolument aucune idée, mais au moins un rebond technique pour retourner sur les 1,3350. Ce qui est embêtant, c'est l'inflation qui va tomber aussi demain. Donc c'est vrai que se positionner maintenant, si on n'a pas suffisamment de marge de manœuvre, c'est risqué. C'est bien si on a de l'avance, on a un stop ABE, on voit ce que donne la statistique. Bon, si ça plombe la livre, eh bien on fonce la zone et au contraire, on pourra avoir un puissant rebond. Donc, à voir si d'ici demain, vous avez la possibilité de vous positionner ici pour voir si on rebondit une marge de manœuvre suffisante pour vite protéger le trade. Sinon, il faudra attendre que la poussière retombe après la statistique à 14h30. Pour l'instant, ça reste baissier, très clairement. J'ai pas de chandelier de retournement, on est juste dans la zone. Donc là, j'aimerais au moins avoir un signal sur une unité de temps 4 heures, au moins. Parce qu'on a quand même une belle dynamique baissière. Un signal horaire, je trouve, c'est un peu limite. Donc là, laissons faire le marché et surveillons. Peut-être que certains sur excès tenteront un peu plus bas de l'avoir sur mèche pour essayer d'avoir un peu une marge de manœuvre d'ici demain. Mais globalement, il serait préférable d'attendre quand même un joli signal sur cette zone pour ensuite repartir en direction des 1,3350. Donc là, ça ferait quand même un beau trade à venir, je pense, de 200 pips sur cette paire. Le gold, bon, le gold, rien à signaler. Attendons l'inflation. Voilà. Attendons les chiffres des prix à la consommation. Et on devrait logiquement avoir une réaction du gold comme ici. Voilà. La dernière fois que la stat est tombée, c'était le mois dernier. Le gold a plutôt bien réagi. Pour l'instant, c'est toujours la bagarre entre les acheteurs et les vendeurs. J'estime qu'il n'y a rien à faire. Se positionner à l'achat ici avant la stat, franchement, je trouve que c'est un peu du casino. Ok, ça peut très bien une nouvelle fois exploser. Et pour le coup, le marché peut aussi très bien vendre la nouvelle. Donc, j'ai pas de boule de cristal, j'ai absolument aucune idée de comment l'actif va réagir après la news, mais en tout cas, on devrait avoir un flux directionnel. Et donc, si on a un flux directionnel, il faudra profiter de ce flux pour rentrer sur le marché derrière.
effectivement, si on repart à la hausse ici, on était quand même bien reparti. Donc, si on a une belle bougie verte, profitez du flux, rentrez tout de suite pour être dans l'accélération et potentiellement une nouvelle vague de hausse. Donc là, ce serait intéressant de re-rentrer sur le marché si effectivement la bougie repasse demain au-dessus des 1830. Pour l'instant, on est sous zone, sous grosse résistance. Donc la zone d'achat qui m'intéresse actuellement, ce n'est pas ici, mais c'est plus bas, 1750. Je préfère avoir du retard, mais avoir une belle bougie qui me confirme la cassure de tous les éléments clés, mais rentrer, vous voyez, ici au-dessus des 1800. Mais au moins, j'ai un signal confirmé et validé qui me permet derrière d'avoir une belle reprise et de profiter de l'élan haussier plutôt que ici et allumer un cierge dans l'espoir d'avoir une reprise haussière. Donc là, pour moi, rien à faire toujours. Depuis 3 semaines, allez, un peu plus de 2 semaines, il ne se passe absolument rien sur cet actif. Attendons confirmation, cassure de niveau clé ou retour sur des niveaux de support intéressants. Et là, c'est 1750 ou 1725. Maintenant, en données 4 heures, bien malin, j'ai envie de dire, celui qui sera capable de me dire dans quel sens va partir le gold. Car là, actuellement, quand je vois toutes les mèches, on est sous zone, ça bloque, ça tente de partir, ça retombe. Indécision la plus totale du marché. C'est un marché compliqué, je trouve. On est dans un range ici, donc je préfère rester à l'écart et aller sur des marchés où on a des belles tendances, des belles zones d'intervention, des beaux setups de retournement, de continuation de tendance, plutôt qu'aller dans ces marchés un peu où on peut se casser la figure et se prendre les pieds dans le tapis très facilement. Le Brent, pareil, le Brent, je surveille la clôture hebdomadaire. Je vous disais hier quand même que pour les traders les plus expérimentés, tenter des ventes, c'est intéressant et ça a du sens. Tout simplement car je trouve qu'on est sur une zone voilà, et que on peut tenter quelque chose à protéger très rapidement. Mais le fait qu'on vienne pour l'instant juste pullbacker, ça montre un peu toujours la faiblesse du pétrole qui est en cours. Donc effectivement, le signal de force de la part des acheteurs, c'est si on clôture la semaine en réintégrant le canal, donc là ça ferait juste un magnifique bear trap, pardon, on réintègre le canal, on casse notre Tenkan, notre Kijun, c'est vraiment un gros signal de force derrière. Et là, je pense qu'on pourrait repartir très fort. Ça enverrait vraiment, bah là on est juste paniqué pour rien, on réintègre le canal, on valide en même temps un setup haussier d'un point de vue de l'Ichimoku, et on repart dans la dynamique de fond qui est haussière. Mais là, ça cale pour l'instant, et je vous disais qu'ici c'était une zone chaude pour tenter quelques ventes, effectivement, à protéger très rapidement, venir chercher sur excès un peu ces deux niveaux. C'est aussi une zone de résistance. On était bloqué par le nuage. Et là, ce qui va m'intéresser pour le coup, c'est quand même de surveiller cette bougie. Si j'arrive à zoomer un peu mieux. Voilà, on a fait un petit gap haussier, vous voyez ici. Et là, effectivement, si on avale cette bougie-là, ça viendrait renforcer le scénario que je vous disais de range à venir sur le pétrole, juste ici. Et donc, la fameuse borne haute du range. On a tenté de faire l'excès haussier ce matin. On est juste venu taper notre Tenkan et notre Kijun Hebdo, venir faire le pullback. Mais j'ai le sentiment que ça reste quand même fragile, le pétrole. Et que je ne parle pas d'un gros retournement, mais en tout cas, pour les plus expérimentés, celles et ceux qui ont tenté des ventes, à protéger bien évidemment très rapidement, parce que quand même on est dans un puissant rebond, mais je verrais bien, je sais pas, je pense pas que le pétrole va réussir à casser sa Tenkan et sa Kijun en clôture. En tout cas, quand je vois la bougie qu'on a eue ici, ça reste fragile. Ça reste franchement fragile. Peut-être que je me trompe. À confirmer en clôture, mais pour l'instant, ça cale. On a une petite bougie ici intéressante. Et ça peut être tentant de tenter
quelques ventes pour venir chercher, de retourner en tout cas sur le niveau de support. Pour l'instant, en données horaires, rien à signaler, mais j'ai le sentiment qu'on est dans un range, si vous voulez mon avis. Le WTI, pas aussi propre que le Brent. Je l'attendais plus haut. Est-ce qu'on est venu le chercher, ce niveau? Non, on est venu le chercher aussi ce matin. Mince. Ah, quasiment. Il manquait pas grand-chose. Mais là, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est le même schéma. Il manque pas grand-chose. La zone est un peu plus haute, mais c'est exactement le même schéma. Donc la stratégie reste la même, mais je préfère la configuration sur le Brent. Si on prend le range sur excès, on est venu faire l'excès, ça retombe. Bon, derrière, ce serait bien d'enfoncer un niveau de support, ça confirmerait vraiment ce scénario de repli du pétrole et de range à venir. On est peut-être dans un micro-range aussi ici en données horaires. Bon, à surveiller en tout cas. Et la clôture hebdomadaire sera vraiment capitale pour la suite. Concernant les cryptos, c'est mou, on perd un peu, mais sur le BTC, passez votre chemin, très clairement. Il n'y a strictement rien à faire. Vendre, eh bien non, on est sur zone. Voilà, tant que la zone tient en hebdomadaire, c'est un peu risqué de vendre ici. Et achat, c'est trop fébrile. C'est trop fébrile, il n'y a pas de flux, il n'y a pas de, ça manque de carburant, c'est vachement fragile, je trouve. Et j'ai plutôt envie de recommencer à chercher des achats, comme je vous le disais, si on repasse au-dessus de cette zone. Au-dessus de l'oblique, couplé à la résistance horizontale, juste ici, couplé à la borne haute du canal. Donc pour moi, c'est ce niveau-là qui permettrait vraiment de vous dire, ok, on a un creux de marché, le marché s'est fait peur, mais finalement, le pire n'est pas certain. Et on peut repartir plus sereinement dans une dynamique haussière. Et là, pour l'instant, on est vraiment sur un pullback de l'oblique. Comme je vous le montrais hier sur les futurs, en fait, on est venu combler le gap sur les futurs et derrière, ça retombe. Bon, rien de bien méchant, mais je pense qu'il faut pas se précipiter, très clairement. C'est encore un peu tôt. Il y a un micro-range ici, une énorme résistance au-dessus de la tête, une énorme zone de support, et entre les deux, balle au centre. Balle au centre, stabilisation, hésitation de la part du marché. Bon, à suivre, mais plutôt l'analyse, franchement, n'est pas très pertinente actuellement sur le BTC. Je vous le dis en toute franchise, je me montre vraiment plus prudent maintenant. Mais peut-être un range à venir. J'attends une bougie flux, au moins qu'on ait une bougie flux impulsive, quelque chose qui montre que les acheteurs en ont dans le ventre en fait. Et pour l'instant, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu de la force acheteuse, mais les vendeurs, bon, derrière, n'ont pas non plus enfoncé les clous. On a quand même ce rebond, mais on pourrait larver. Peut-être qu'on va peut-être larver quelque temps dans un range entre ces deux niveaux. Franchement, je ne sais pas. C'est vrai que pas facile d'avoir de la visibilité actuellement sur le BTC, honnêtement.
Le nuage qui se met complètement à plat. Bon, un range, hein, effectivement, entre ces deux gros niveaux et dans l'attente peut-être d'un catalyseur, mais surtout de carburant, en fait, tout simplement. On est sur un actif assez volatile et là, depuis le creux, il ne s'est pas passé grand-chose, très clairement. Vous connaissez les grosses zones, les gros niveaux d'intervention. Pourquoi pas tenter des achats ici, mais honnêtement, soyez extrêmement prudent, à protéger très rapidement, sur signal aussi. Mais si vous tradez les cryptos, allez sur celles où il y a de l'action, où il y a du flux, et pas celles où on est complètement rentré dans des ranges et où c'est l'indécision la plus totale. Pour terminer, l'Ethereum, qui cède aussi du terrain un peu ce matin, mais bon, rien de bien méchant, je trouve, toujours dans le range. L'Ethereum aussi devient un peu mou, mais pour autant, il n'y a rien d'alarmant, rien d'inquiétant. On préserve toujours les gros niveaux de support. Encore une fois, la clôture hebdomadaire va fortement m'intéresser. Pour l'instant, on est sur de l'hésitation depuis 3 semaines. Voilà, on a des doji. Des doji au-dessus au-dessus d'un support plutôt hebdomadaire, même mensuel, à mon avis. Ça va devenir un support mensuel. Donc là, c'est une zone de polarité, on est au-dessus. Mais pareil, comme on l'a vu, l'Ethereum surperforme. Je reste positif sur l'Ethereum. Je vise toujours 4800 et 5235. Pour moi, ce plan-là, la fameuse tasse avec Anse n'est vraiment pas invalidée sur l'Ethereum. Elle tient toujours. Elle tient toujours. Maintenant, il nous faut du flux, de l'action. Et c'est vrai que depuis quelques temps, là, les cryptos, ça devient un peu calme. Mais toujours trader le range. Globalement, je pense que la situation, elle, n'a pas changé, n'a pas évolué. Elle reste identique. On a un range 4810, 3950, allez, 3900, 3990. On a un gros niveau de support. Et encore une fois, chercher des achats pour espérer, là, vous voyez, viser le bande du range si vous êtes en trading. Si vous êtes un investisseur long terme et que vous vous dites, bon, je vois une grosse surperformance de l'Ethereum, bien, holder et espérer une sortie par le haut du range, auquel cas, ça devrait quand même donner un objectif théorique, même au-dessus. Pour ma part, je vise 5235. L'objectif théorique, ce serait 5700. Bon, à suivre. Mais range, encore une fois, phase de ping-pong, de stabilisation, donc n'intervenez pas n'importe où, n'importe comment, soyez patient et attendez qu'on revienne sur de beaux niveaux pour avoir de beaux points d'intervention. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades. Comme d'habitude, soyez prudents et je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance.